J'interviens ici, donc je comprends un petit peu après la bataille, en tout cas en dernier assaut, pour vous parler d'un sujet qui est un petit peu l'analyse indirecte du sujet des mousquetaires. On m'a invité, dans le cadre de l'exposition mousquetaire, à participer au comité scientifique de l'exposition pour pouvoir intégrer les données issues de la fouille du Fort Saint-Sébastien. Et on a apporté une expertise, d'abord liée à l'archéologie, à la méthodologie archéologique, et on a également apporté une lecture un peu indirecte, puisque je ne vais pas vous parler strictement de la figure du mousquetaire, puisque je ne suis pas capable de l'identifier sur le site qu'on a fouillé, mais par contre je vais vous parler de la société des gens de guerre à laquelle appartiennent les mousquetaires. Donc il faut, voilà, on va avoir un espèce d'éclairage plus large sur cette société militaire du XVIIe siècle, de la fin du XVIIe siècle, et réfléchir de toute manière à la guerre de siège, hein, et à l'implication des mousquetaires et de l'ensemble des figures militaires à l'intérieur de cette guerre de siège. Donc le Fort Saint-Sébastien, c'est un site. Alors d'abord, c'est un camp d'entraînement militaire, mais c'est au premier chef un site archéologique qui a été découvert et fouillé en 2011 et 2012. La fin de la fouille date d'août 2012. Nous avons fouillé pendant 10 mois, ce qui est une période très longue d'intervention pour une opération archéologique. Hein. Et on a fouillé dans un cadre un petit peu particulier que je vais vous préciser parce qu'il n'est pas forcément évident. Nous avons fouillé dans le cadre de ce qu'on appelle l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'on a fouillé de manière préalable à la modernisation des installations d'une grande station d'épuration qui s'appelle le SIAP, en plaine d'Achères, et qu'on est donc intervenu préalablement à la destruction des vestiges pour en collecter la quasi-totalité, hein, collecter les données sous toutes leurs formes avant que la construction n'ait lieu. Donc aujourd'hui, le terrain dont je vais vous parler n'existe plus. Nous avons été les derniers témoins de cette occupation archéologique. Encore que je vais modérer mon propos et le moduler en vous disant qu'il en reste encore plus de la moitié sur une autre parcelle de la plaine d'Achères. Voilà, donc moi je vais vous parler d'un terrain considérable qui fait 28 hectares et qui a été fouillé pendant presque un an, donc en 2011 et 2012. Donc ce fort Saint-Sébastien de Saint-Germain-en-Laye, donc il est sur la commune de Saint-Germain-en-Laye dans la plaine dite d'Achères. C'est un camp d'entraînement construit vraisemblablement en 1669 et qui va perdurer quelques années et qui permet l'entraînement des troupes, la préparation à la guerre de siège des troupes de ce qu'on appelle la maison militaire du roi. Alors, comme vous avez eu l'air d'avoir pas mal de conférences sur le sujet des mousquetaires, je pense qu'il y a certaines choses qui vous sont familières maintenant. Hein. Donc, on est sur des troupes d'élite qui sont et des régiments d'infanterie et des régiments de cavalerie, auxquels appartiennent les mousquetaires, hein, puisque ce sont des régiments de cavalerie au départ. J'ai bien aimé l'expression du catalogue d'exposition sur ces figures amphibies, puisqu'ils sont des gens qui se déplacent à cheval mais qui combattent à pied. C'est une expression assez drôle. Voilà, donc on est à la fois sur ce camp d'entraînement des régiments de cavalerie, des régiments d'infanterie, et on est sur une société qui est composée des troupes d'élite de la maison militaire du roi. On parle des mousquetaires, mais on a également des chevaux légers, des gendarmes, des gardes françaises, des gardes écossaises. On les a dans les documents liés les documents d'archives liés au site. Hein. On va en reparler. Voilà. Donc, le fort Saint-Sébastien, pour vous préciser un peu sa localisation, c'est cette petite étoile placée dans la boucle intérieure de la Seine. C'est une des boucles les plus profondes de la Seine. Le site est donc, je dirais, coincé entre la forêt de Saint-Germain d'un côté et la bordure de la Seine de l'autre. Hein. Et on est situé à une dizaine de kilomètres du château de Saint-Germain-en-Laye, qui est, je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, jusqu'en 1682, le château de Saint-Germain-en-Laye est le château royal. C'est celui où naît Louis XIV, où il grandit et où il vit jusqu'à l'âge d'une trentaine d'années, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc le déménagement à Versailles de la cour ne se fait qu'en 1682. Donc le choix de cet emplacement pour le fort Saint-Sébastien est stratégique. On est à 10 km du château et on va en reparler. Le roi se déplace très régulièrement sur le site pour mener certains exercices, y assister tout au moins, et pour passer les troupes en revue. Donc quand il se déplace avec la garde, les mousquetaires, la cour, etc. On a pas mal de courriers d'ambassadeurs qui nous relatent les visites, enfin pas mal, quelques-uns. Voilà, donc vous voyez la distance, on est à une trentaine de kilomètres de Paris, dans cette boucle interne de la Seine. Alors je vous parlais du processus d'archéologie préventive, hein, il est assez simple, on intervient préalablement. Donc on intervient sur prescription des services de l'État. C'est le service régional de l'archéologie pour la DRAC Île-de-France qui décide de prescrire un diagnostic, c'est-à-dire une phase d'expertise
qui va permettre de venir une première fois en 2010 et de faire des sondages mécanisés, des sondages à l'aide d'une pelle mécanique ou de plusieurs pelles mécaniques qui permettent de faire ce que vous voyez ici, c'est-à-dire ces espèces de tranchées, enfin ce sont des tranchées, donc ces espèces de traits que vous voyez qui sont tous parallèles les uns aux autres, sont des tranchées de diagnostic, donc ce sont des ouvertures à la pelle mécanique en transversale du terrain qui permettent de tester 10% de la surface totale du terrain. Donc c'est une première expertise, donc il y a une tranchée à peu près tous les 20 mètres, qui permet de déterminer s'il y a une ou des occupations archéologiques, de les caractériser et de décider, à partir de données collectées dans le cadre du diagnostic, s'il faut ou pas prescrire une fouille archéologique. Le résultat du diagnostic est positif, vous le voyez, mes collègues mettent en évidence, donc ce n'est pas moi qui ai fait le diagnostic, ce sont d'autres collègues de l'INRAP, mes collègues mettent en évidence par tranchées successives, vous voyez, c'est des petits points colorés, mettent en évidence des grands réseaux fossoyés, donc des grands fossés, et puis tout un tas de structures diverses et variées dont ils comprennent l'importance sans trop savoir de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne sait pas qu'il s'agit d'un camp d'entraînement du XVIIe siècle. Donc l'enquête est lancée à ce moment-là pour le rapport de diagnostic et on met au jour, de manière un peu archéologique, je vous remontrerai après dans ce cas-là parce que je n'ai pas le document, on met au jour un certain nombre de documents, notamment cartographiques, qui nous permettent de démontrer qu'on est sur un camp d'entraînement et qu'on est sur une structure militaire de type Vauban, c'est-à-dire une structure bastionnée avec redans, dont on avait complètement perdu la trace. C'est-à-dire que le toponyme disparaît dans le paysage et en fait la connaissance de ce site est quasi inexistante. Donc c'est l'enquête archéologique qui réinitie, qui fait renaître les données sur ce site, puisque vous allez le voir, dans le cadre de cette fouille, on a aussi relancé une étude des documents d'archives et on a découvert des choses inexploitées. Alors, à l'issue du décapage archéologique, c'est-à-dire que quand on arrive sur le terrain, le but du jeu, c'est d'abord d'enlever tous les niveaux stériles, superficiels, qui cachent les structures archéologiques. Donc, ce sont là des niveaux de bout d'épandage, puisque, d'ailleurs, je tiens à le noter, puisque ici, je suis invité par la ville de Paris à intervenir aujourd'hui dans le cadre de vos conférences. Les terrains appartiennent à la ville de Paris, les terrains de la plaine de Saint-Germain, de la plaine d'Achères. Et on y a, pendant de très très longues décennies, enfin pendant plusieurs siècles même, pratiqué des opérations de maraîchage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des terrains dédiés au maraîchage, à la culture maraîchère. Et qui ont également vu de très importants épandages de ce qu'on appelait les gadous parisiennes. Donc les boues parisiennes, c'est-à-dire ces terres polluées qui sont issues, à partir des travaux haussmanniens, des caves, des égouts et des dépotoirs, et qui vont aller enrichir les terrains pour permettre la culture maraîchère. C'est notamment grâce à ça qu'on développe la culture de la figue en Ile-de-France, ce qui paraît, voilà. Alors, ce sont des terrains pollués, que ça l'est encore aujourd'hui. Sachez que la culture maraîchère sur les terres d'Achères ont été interdites en 2002. Donc, si vous avez été élevé en Ile-de-France comme moi, vous avez tous mangé les légumes de la plaine d'Achères qui étaient distribués à Rungis. Voilà. Alors, on a décapé ces terres dites stériles, qui ne le sont pas, mais qui sont censées être stériles, en tout cas stériles d'éléments archéologiques. Et on a mis en évidence on a mis en évidence ces vestiges qui sont... Donc vous voyez, j'ai laissé le plan parcellaire autour avec le plan des petites maisons. Ce sont des petits pavillons qui sont autour, qui vous donnent la mesure du site archéologique, qui vous donne sa taille. On a en tout décapé 28 hectares, c'est-à-dire l'équivalent de je ne sais plus combien de terrains de foot, mais c'est plusieurs dizaines de terrains de foot, c'est considérable. On a un site, pour vous donner toujours la mesure, qui mesure globalement sur le front sud, donc d'est en ouest, 600 mètres de long, 250 mètres de long du nord au sud, du nord au sud. Et qui nous permettent d'appréhender ce que j'estime être à peu près un tiers du premier camp d'entraînement. Et on va voir, il y a un second camp d'entraînement que j'estime avoir dégagé sur environ un dixième. Donc la fenêtre d'observation est énorme, 28 hectares, mais elle est toute petite à l'échelle du site. Si on avait dû fouiller 1 ou 2 hectares de ce site, on n'aurait rien compris. Donc heureusement, on a pu en fouiller une part non négligeable. Et vous voyez que ce sont ces vestiges de fortification, qui sont les fossés, qu'on aperçoit en bleu et en rouge. Les vestiges de tranchées d'approche, sur lesquels je vais revenir plus tard, qui sont ces vestiges de la guerre de siège, ces vestiges de l'exercice à la guerre de siège, qui sont les premiers témoignages archéologiques. Et des structures de campement diverses et variées qui appartiennent soit au premier camp, soit au deuxième camp. Donc la part de notre travail, c'est de déterminer qui appartient à quoi. D'abord de comprendre les structures, de les caractériser, de les détecter, mais de pouvoir les intégrer à à ce qu'on appelle un phasage, c'est-à-dire à une phase ou à une autre. Je vais le mentionner très rapidement, mais malheureusement, j'en parlerai pas aujourd'hui. On a également trouvé un site absolument magnifique, qui est une autre rareté de l'archéologie.
on a mis en évidence dans ce coin-là du site une nécropole à incinération de l'âge du bronze qui est attribuée à peu près moins 1200 avant notre ère, et qui est une nécropole sont des dépôts funéraires après incinération sur un bûcher de restes humains avec des objets dans des formes soit céramiques, soit des paniers, soit des textiles, qui sont organisés, toutes ces petites sépultures qui sont les tout petits points violets que vous voyez, qui sont organisés autour d'enclos funéraires. Donc nous, on retrouve les enclos fossoyés, donc les fossés circulaires, qui correspondent aux monuments en élévation. Voilà, donc ça c'est une autre particularité, et c'est le seul site de ce type-là trouvé dans les Yvelines. C'est le second en nombre de sépultures dans toute l'Île-de-France, et on a également des témoignages d'une culture dite atlantique, c'est-à-dire qu'on a le témoignage le plus à l'est des cultures de l'Atlantique pour ces périodes-là. Voilà, donc ça c'est un aparté parce que c'est quand même intéressant de le dire. Sur 28 hectares, quand on décape une surface d'une telle taille, on ne trouve jamais qu'une seule occupation. On estime en Île-de-France, et c'est vrai pour tout le bassin parisien, qu'il y a en moyenne un site tous les 500 à 700 mètres. Donc forcément, quand on décape 28 hectares, on dégage différentes occupations. Je ne vous ai même pas parlé des vestiges néolithiques qui ont été trouvés, mais ce sera pour une autre fois. Alors l'intérêt de l'archéologie des périodes modernes, donc 16e, 18e siècle, c'est qu'on dispose d'un certain nombre d'archives textuelles, iconographiques, planimétriques, qui sont beaucoup plus abondantes pour ces périodes-là que pour les précédentes. D'abord parce que souvent plus conservées, plus abondantes parce que davantage produites, mais aussi conservées en plus grande quantité. Alors, c'est un travail d'équilibriste que de faire de l'archéologie des périodes modernes, parce qu'on est confronté à deux sources d'information, au moins à deux sources d'information. C'est-à-dire qu'il faut, aux données archéologiques, pouvoir confronter les données textuelles, ce que j'appelle les données textuelles, donc les archives, les données iconographiques, planimétriques ou cartographiques. Donc c'est un travail extrêmement fastidieux, c'est un travail passionnant, mais c'est un travail fastidieux et qui est souvent un travail d'équilibriste, parce que, je le dis souvent, d'abord, le fait qu'il y ait des archives textuelles ou iconographiques ne dispense pas de la fouille archéologique, parce que nous n'apportons pas les mêmes données. Nous sommes aussi une source historique, mais une source matérielle. Donc le fait d'avoir des documents textuels ne dispense pas de l'archéologie, et le fait d'avoir des documents archéologiques ne dispense pas d'aller chercher les textes et les archives conservées, parce que ce ne sont pas des documents complémentaires, et c'est pour ça que je parle de confrontation. Ce ne sont pas des documents que je peux coller l'un sur l'autre, et ce ne sont pas les pièces du même puzzle, si vous voulez. C'est-à-dire que quand j'ai reconstruit mes données archéologiques et je reconstruis les données textuelles, j'arrive à deux puzzles différents. Mais les pièces du puzzle textuel ne viennent pas s'insérer dans les pièces du puzzle archéologique. Je ne sais pas si je suis clair. En tout cas, c'est pour vous dire qu'on parle de confrontation de ces types de données et certainement pas de complémentarité. Je ne peux pas les coller l'une sur l'autre, je ne peux pas les mélanger. Je suis obligé d'en faire une analyse critique chacune de leur côté, et ensuite de voir comment j'arrive à construire un discours cohérent à partir de ces deux sources. Mais j'ai toujours, finalement, quand je tisse mon pull historique, j'ai toujours un fil bleu, un fil rouge, et je ne peux pas les mélanger les deux couleurs. J'aurai toujours qu'un fil bleu, un fil rouge. C'est une histoire de tissage, voilà. C'est une histoire de traitement de ces sources, de traitement des sources. Alors, on a trouvé, parce qu'on a initié cette étude historique, cette étude textuelle, archivistique en même temps que la fouille, un certain nombre de données, soit imprimées, soit manuscrites, sous documents de première main, souvent, assez abondantes, mais finalement pas non plus complètement, pas surabondantes, considérant l'importance du site et le pédigré, je dirais, de ce site, puisqu'il est construit à l'instigation de Louis XIV. On a trouvé des documents fonciers, juridiques, des états civils, etc., qui nous permettent de restituer en confrontation une image de la vie des soldats autour du site et de la vie des populations autour du site aussi. Donc on a, là je vous ai mis quelques documents très particuliers, mais on a les règlements intérieurs du camp, les ordonnances du roi faites pour le fonctionnement du camp, son règlement. On a des documents, des documents de vente, de fourniture des bois, de la viande, des documents concernant le déplacement des soldats, concernant... on a beaucoup de documents littéraires aussi. C'est l'intérêt de ce site-là, c'est qu'on a des documents des gazetiers, des grands gazetiers. Alors ça va de La Bruyère à Mayolas, qui vont écrire des petites proses qui relatent les visites de la cour sur le site. On a des courriers de Madame de Sévigné, ce genre de choses qui sont souvent que des mentions très lacunaires, très lapidaires, mais ce sont quand même des mentions intéressantes. Et on a, on a beaucoup de documentation, mais je ne vais pas faire la séance là-dessus. Donc, je voulais juste vous montrer ce document-là, qui est un document conservé aux Archives nationales, qui est un procès-verbal de réception de travaux, donc spécifiquement les travaux de charpenterie et de maçonnerie, de 1670, qui a été trouvé donc, aux Archives nationales par mon collègue Olivier Baucher.
Le document n'a jamais été exploité. C'est un document de 500 pages qui inscrit de manière extrêmement rigoureuse, ce sont des huissiers qui circulent dans le camp et qui, avant de facturer et de payer les charpentiers et les maçons, rapportent tout ce qui a été livré, tout ce qui a été construit, pièce par pièce. Donc on a une documentation extrêmement précieuse qui nous permet de restituer, de réfléchir à la restitution des élévations bâties. Ce qu'on n'a pas sur le terrain. Vous comprendrez après quand vous aurez vu que tout ce qu'on va fouiller, c'est sous terre, c'est les éléments creusés. Donc on a besoin de confronter ces deux sources d'informations pour restituer les élévations et pour finalement revoir le site émergé du sol. Donc ça, c'est un document extrêmement précieux qui n'avait jamais été exploité et qui, du coup, le sera sans doute l'est en partie pour nos données, pour l'exploitation dans le cadre du rapport de fouille et pour la publication, et qu'il y a encore tellement de choses à en dire qu'on pourra sans doute encore l'exploiter pendant longtemps avant d'en arriver au bout. Et je vous parlais de ce petit document, non, je l'ai mentionné tout à l'heure très rapidement. On a ici un petit document aquarellé, un très beau document aquarellé, en réalité, un très beau plan qui représente alors l'ensemble de la boucle de la Seine, avec la forêt de Saint-Germain, le château, etc., et qui positionne ce fort Saint-Sébastien, qui est notre seul document de départ quand on commence la fouille, qui représente le fort à une date indéterminée. Alors moi, je pense qu'il est postérieur à la destruction du fort, c'est-à-dire que la personne qui représente le fort ne l'a jamais vu, le dessine de manière empirique ou sur le souvenir de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Et en réalité, ce document qui est très beau, qui représente les quartiers, les zones qui sont destinées au campement de l'infanterie, de la cavalerie, etc., avec les bastions, les redans, les portes, etc., en réalité, il est partiellement faux. Alors, pas complètement, mais il n'est pas juste non plus. Donc, il a fallu qu'on travaille sur ce que ce document pouvait nous apporter sans se prendre les pieds dans le tapis et se laisser duper par la qualité de ce document. On en reparlera. Alors voilà, ça c'est la première fortification. Je vais faire les choses de manière chronologique. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est quand on fouille, on trouve tout en même temps. Donc après, il faut déterminer qui appartient à quoi. Là, je vous montre les choses de manière rangée et de manière rigoureusement rangée. Vous avez ici la première fortification. C'est celle qui est construite en 1669. On en a de nombreux témoignages dans les textes d'archives et on n'a aucune date antérieure à 1669. Toutes les mentions datent de cette année-là. Le premier camp, c'est une espèce de camp, un modèle archaïque qu'on appelle c'est un camp à la romaine, c'est-à-dire une espèce de grand rectangle doté de bastions d'angle, de redans. Donc ici, nous, on a fouillé tout le front sud, dans une partie du front sud, donc les deux bastions, les redans, qui sont les ouvrages avancés qui permettent en principe de positionner les pièces d'artillerie, comme les bastions. Et je vous verrai pourquoi je dis en principe. Les restants du chemin couvert, du petit fossé de chemin couvert qui va permettre de compléter le plan du fort. La demi-lune, qui est un autre fossé, un autre ouvrage fortifié qui protège l'entrée sud, qui est l'accès à l'entrée sud, et probablement ici le corps de garde, qui est un beau bâtiment de 60 mètres carrés. Des structures diverses et variées dont on va reparler, qui sont à l'intérieur du camp et qui correspondent aux zones de campement des soldats. Ce que je vous montre en haut, en fait, c'est une projection de la totalité du plan du fort, puisque vous comprenez qu'on en a fouillé qu'un... Voilà, là on comprend bien, par rapport à la Terre, on en a fouillé un gros tiers, c'est toute cette partie-là. Il nous en manque une partie, et on a fait plusieurs hypothèses de projection à partir des données qu'on avait, donc photographie aérienne, mais aussi plan, et notamment le petit plan aquarellé que vous avez vu. On a posé comme hypothèse la première projection en termes de surface, qui est celle-là, qui correspond peu ou prou au plan aquarellé. Sauf que ça ne permettait pas d'intégrer ce que nous donnait le plan aquarellé, c'est-à-dire les redans qui encadraient une nouvelle porte avec demi-lune, etc. Donc on a posé une autre hypothèse. En plus, ça ne nous satisfaisait pas vraiment parce que ça n'allait pas jusqu'à la Seine et qu'on ne voyait pas très bien l'intérêt d'aller positionner un fort en bordure de Seine si c'était pour rester à 200 mètres de la rivière. Donc on a posé une autre hypothèse qui a l'air de se vérifier sur plusieurs critères très importants dont on va reparler. C'est une hypothèse d'une fortification qui vient s'appuyer sur la Seine et qui du coup en constitue une forme de tête de pont, qui vient donc s'appuyer sur la Seine, sur l'île d'Herblay qu'on devine ici, et qui va permettre de dessiner un plan plutôt de forme carrée. Donc on aurait un fort qui ferait 600 mètres sur 500 dans les grandes lignes, et qui serait à nouveau doté, là on peut faire rentrer 2 redans, qui de manière resserrée permettrait de faire rentrer une demi-lune protégeant la porte, puisqu'on sait qu'on a une porte sur chacun des côtés. Cette hypothèse, elle est vérifiée, on va en reparler après. Donc ça c'est voilà. Donc en réalité, le plan du premier fort, c'est sans doute une surface de 32 hectares pour la partie interne du fort.
ce qui est déjà considérable. C'est un plan archaïque, c'est une fortification miniature, hein, c'est un dixième ou en tout cas au moins un quart de la réalisme. C'est-à-dire une fortification de cette taille-là, de ce type-là, c'est beaucoup plus important. Il suffit d'aller voir les fortifications de villes conservées à Lille ou ailleurs pour s'apercevoir qu'on est sur une toute petite fortification. Mais vous allez voir que c'est déjà du gros œuvre. Hein. On a sur ce plan, on en reparlera, mais vous noterez la présence de ces tranchées d'approche, les tranchées dites de type Vauban, hein, c'est-à-dire les fameuses tranchées en zigzag qui permettent de mener l'assaut sur un bastion tel qu'à Maastricht notamment. Et puis des zones de campement qui sont très organisées. Vous avez donc un plan assez classique, dit archaïque, puisqu'on est sur un plan de fortification tel qu'on les faisait déjà à l'époque romaine, hein, avec des quartiers qui sont organisés après un boulevard d'artillerie, donc une grande zone vierge qui correspond au boulevard de manœuvre pour faire circuler les charrettes, les animaux, les soldats, les vivres, les biens, etc. Et puis des zones de campement qui sont organisées, alors on les lie assez bien, hein, par des alignements de structures archéologiques qui sont ici des fosses et des puits qui s'organisent de manière réglée en grandes lignes. Hein. On en voit ici, donc ici on en reparlera, ce sont des écuries. Ici des zones de campement. Alors nous on n'a pas les éléments de tente, on sait qu'on campe dans des tentes, mais les tentes laissent peu de traces au sol, donc ce qu'on va retrouver c'est les structures de combustion, c'est les fosses, c'est les trous de poteaux qui permettent de planter les bâtiments. Donc c'est toutes ces structures qui nous permettent de comprendre l'organisation spatiale du site. Des espaces vides qui séparent qui séparent les différentes rangées de structures, qui correspondent aux rues et aux ruelles qui permettent la circulation des hommes et des animaux, et notamment des chevaux. À nouveau, un départ d'alignement. Ici, une grande zone de rassemblement de structures de stockage, donc soit cahutes, soit caves, hein, des structures qui sont excavées, on va le revoir tout à l'heure, qui sont creusées dans le sol. Et à nouveau, des alignements, structures écuries ici. Et ces structures qui sont en symétrie ici, donc des espèces de cahutes qui sont ici, là et là, et qui correspondent en réalité aux espaces de cuisine. Et ça, on le sait parce qu'on a des comblements très charbonneux, remplis d'arêtes de poissons, de vertèbres de poissons, d'ossements animaux et de structures de combustion qui permettent évidemment de procéder à la cuisson des aliments. Donc ça, il va falloir qu'on retravaille dessus et qu'on le reprécise, mais voilà, des zones de cuisine dans les angles. Alors, l'intérêt, on reviendra sur les campements, mais l'intérêt de ce site, c'est que d'abord, c'est la première fois qu'on aborde un site de fortification sur une telle surface et d'une telle ampleur. On a souvent eu l'occasion, ou régulièrement eu l'occasion de fouiller des structures fortifiées de ce type-là, mais sur de toutes petites surfaces, en ville, sur des sondages vraiment ponctuels. Ici, on a l'occasion d'en fouiller une très grande partie. Et pour vous convaincre de la taille de cette fortification, donc on a qui est essentiellement représenté par le fossé, hein, le fossé creusé, il faut regarder donc, cette partie du fossé. Donc là, on a un des redans du front sud avec globalement 250 mètres de fortification. Mais les tranchées de diagnostic que je vous ai montrées au début, qu'on distingue encore dans le paysage parce qu'elles sont assez profondes, donc elles sont plus profondes que notre niveau de décapage, donc on les repère encore. La forêt de Saint-Germain un peu plus loin. Et ici, la petite mouche noire qui est ici, c'est la pelle mécanique de 35 tonnes. Alors vous imaginez bien que la fortification, on ne la creuse pas à la main, contrairement aux soldats de Louis XIV. On l'a faite mécaniquement. On a fait tous les niveaux sensibles à la main, mais l'essentiel du cubage qui a été issu de ce fossé a été extrait mécaniquement sous la surveillance étroite des archéologues. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une pelle mécanique de 35 tonnes, il y a 3 ou 4 archéologues devant le godet. Et quand je dis devant le godet, c'est à la distance du micro. C'est-à-dire que le conducteur de pelle, il est sous haute surveillance. En général, ce sont de très, très grands professionnels. Voilà. Alors, l'intérêt de ce fossé, c'est d'avoir pu dégager les bastions. Ici, vous avez le bastion Est, donc un des bastions. Vous voyez la pelle mécanique au travail, d'ailleurs, dans cette partie-là. Donc, c'est un travail qui est quand même assez soigné. Ici, mes collègues en train de dégager l'escarpe du fossé. On va en reparler. Ce fossé de fortification, c'est le cas des deux fossés, mesure entre 7 et 12 mètres de large et 3 mètres de profondeur conservée. Donc vous imaginez les moyens qu'il faut pour le fouiller, les moyens qu'il a fallu pour le creuser à l'origine. Surtout que nous, on n'a que la partie creusée, mais on va en reparler. Cette partie creusée, en fait, elle est agrémentée. Alors là, je vous ai mis très vilaine 3D, mais je suis désolé, je n'avais pas d'autres documents en l'état pour vous le présenter, puisqu'on est encore en train d'exploiter les données, donc on n'a pas terminé le travail d'étude. Peut-être que je serai capable de présenter des choses plus fines dans quelques temps. Pour l'instant, nous, on n'a fait que des documents de travail qui permettent de représenter
ont cet avantage en tout cas de représenter la fortification dans sa hauteur présumée, c'est-à-dire supposée, c'est-à-dire que nous on a 3 mètres de fossé conservé et on estime qu'il faut à peu près 3 à 4 mètres de rempart pour constituer une fortification efficace. Le rempart, il est constitué de la terre issue du creusement des fossés, c'est-à-dire qu'on va mettre la terre en dépôt sur l'escarpe, on va la structurer dans un rempart renforcé par des gabions et des éléments palissadés. Donc les gabions sont des paniers de terre remplis, c'est des paniers d'osier, d'osier remplis de terre, qui permettent de structurer. Donc c'est ce qu'on a représenté de manière assez maladroite en l'état. C'est les gabions qui permettent de structurer le rempart avec son parapet, et puis de surmonter du coup l'escarpe du fossé et de donner une hauteur suffisante à la protection du site. Je ne vous parle pas du chemin couvert qui est là, qui est assez mal représenté, mais le petit chemin couvert qui fait le tour et qui est aussi un élément de la fortification avec la demi-lune ici et le corps de garde. Très rapidement pour passer à la suite. La très grande surprise de ce fossé, du fossé de la première fortification, et là je peux vous dire que je ne peux pas vous restituer la surprise qui a été la nôtre et l'enthousiasme qui a été le nôtre au moment de la fouille, c'est qu'on a mis en évidence ce qu'on n'avait pas du tout vu au diagnostic sur l'escarpe du fossé, donc sur la partie interne qui va vers les campements, d'une maçonnerie en argile crue. C'est-à-dire que toute la partie interne du fossé, cette escarpe, est intégralement revêtue d'une maçonnerie d'argile crue. Alors, déjà, le fait qu'il y ait une maçonnerie de protection, c'est déjà une chose intéressante, mais c'est surtout que ce soit de l'argile crue qui nous a sidérés, parce qu'en fait, je pense qu'on mésestime très très fortement la présence de l'argile crue dans l'architecture des périodes modernes et médiévales, notamment dans le nord de la France, parce qu'on considère que c'est des techniques qui appartiennent au sud, les argiles crues. C'est pas le cas. On le démontre de plus en plus, et même pour les périodes très anciennes, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas ici, puisque ici, au XVIIe siècle, on décide d'aller chercher les alluvions de la Seine. Donc il y a une zone d'extraction d'alluvions dans des quantités astronomiques qui permettent d'aller débiter des argiles, ce qu'on appelle des limons carbonatés. On débite des argiles sans les façonner, sans les mélanger à aucun matériau, et on les met en œuvre dans une maçonnerie selon des techniques de maçonnerie pure. C'est-à-dire, on a des assises régulières, des gabarits, donc assises régulières, gabarits à peu près réguliers. Sauf que quand on est de face, et c'est pour ça qu'on a... alors je vais le préciser, les soldats, eux, ils voient cet espace lissé, cette surface lissée. Nous, c'est ce qu'on voit quand on appréhende la fortification. Tout ce que vous voyez quand la fortification est comme ça, c'est que c'est les archéologues c'est nous qui l'avons dénudée. C'est-à-dire qu'on a outrepassé le seuil de fouille pour aller comprendre la structure de la fortification. Mais en réalité, les soldats la voyaient comme nous, dans cet état-là. Donc ça, c'est une exagération de notre part, pour la comprendre. Cette exagération, elle permet de montrer que quand on regarde la fortification de face, on a des modules plus ou moins réguliers avec des assises régulières de maçonnerie qui permettent de monter des espèces de briques, les unes avec les autres, tout ça étant lié avec le sable présent naturellement sur place. Sauf que quand on fait des coupes stratigraphiques à l'intérieur, on s'aperçoit que ce ne sont pas des briques, ni des mottes. Enfin, je les ai qualifiés de mottes la plupart du temps parce que je ne pouvais pas parler de briques, puisque ce n'est pas façonné avec des gabarits, etc. Ce sont des espèces de modules, de mottes triangulaires, qui sont débités sans aucun autre procédé en plaine alluviale, dans une zone marécageuse. On les débite à la bêche, on les fait, j'imagine, sécher un petit peu. Donc ça, l'étude micromorphologique qui a été menée dessus, l'étude de matériaux qui a été menée dessus, montre qu'ils n'ont pu être prélevés qu'au printemps ou à l'automne, ce qui correspond à notre chronologie du site et à notre mode d'occupation. Je vais y revenir. Donc, de face, des modules rectangulaires, en coupe, des modules triangulaires. Et on a trouvé une gravure d'un traité de fortification d'un ingénieurs, d'un mathématicien du roi, je crois qu'il était maître de mathématiques des petites écuries, je me trompe sans doute, mais bon. En tout cas, c'était un proche de Louis XIV, de la cour, qui représente, donc c'est Manson-Mallet, qui représente en 1670-71, la date à laquelle il présente son ouvrage à Louis XIV, dans un traité de fortification, une technique qui ressemble furieusement à ce que nous avons sur le site du Fort Saint-Sébastien, c'est-à-dire une fortification avec une escarpe en cours de construction en arrière-plan. Là, on est sur une place forte civile, puisqu'on a les beffrois, les moulins, etc. Donc la construction en arrière-plan, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le premier plan. C'est ce petit personnage équipé d'une bêche ou d'une pelle en train de débiter des petits modules triangulaires dans une plaine alluviale. Cette représentation-là de la plaine, avec les petites touffes d'herbe qui dépassent, c'est caractéristique de la représentation des zones humides, des marais.
Donc on a un petit personnage dans une zone humide en train d'habiter ces petits modules triangulaires qu'on retrouve ici. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait archéologiquement on n'a aucun autre témoignage à l'heure actuelle de cette technique-là, qu'on ne la connaissait pas, et que visiblement on en a très peu de représentations et de connaissances dans les manuels de l'époque. Donc on ne sait pas, et c'est une collègue historienne, Émilie Georgex, qui m'avait mis sur la voie, qui avait initié cette question, c'est qu'en fait on ne sait pas si Manson Mallet représente ce qu'il a vu au Fort Saint-Sébastien, puisque vous remarquerez qu'il présente son ouvrage à la cour quasiment dans la même chronologie que celle du site, 1670, ou s'il représente quelque chose qui est fait de manière courante à travers la France ou l'Europe. Pour l'instant, on n'en sait rien. Ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a aucun autre témoignage de cette technique. Et les spécialistes le laboratoire qui s'appelle le Cratère, qui sont spécialistes de l'architecture de terre crue, qui travaillent à Grenoble, qui travaillent partout dans le monde sur les terres crues, m'ont dit qu'il n'y avait aucun équivalent en Europe ou ailleurs. Et je reprends leurs termes. Donc à voir, à étudier. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si on a d'autres techniques similaires sur des fortifications de la même période, on y sera beaucoup plus vigilant maintenant. Alors, on va revenir à notre premier camp, et je vous ai parlé des zones d'organisation du campement, du corps de garde probable. Ici, des latrines, des éléments liés à la fortification, à l'exercice militaire, comme celui-là d'ailleurs, c'est un retranchement. Les écuries, vous voyez mieux, les zones de campement qui sont alignées et qui sont séparées par des rues, des ruelles, les cuisines, les zones de stockage, etc. Je passe rapidement. Vous les avez ici, sous forme de photos. Je vous invite, dans le cadre de l'exposition, il y a une petite vidéo qui tourne sur l'exposition Mousquetaire qui montre les structures, qui montre les archéologues en train de fouiller les structures. Donc vous les voyez de manière peut-être plus explicite. Vous comprenez bien que nos structures, elles sont ténues. Des fois, là, vous les voyez fouiller, mais souvent, il faut, pour les détecter au sol quand elles ne sont pas vidées, c'est un vrai travail c'est un travail de fin limier. Donc nous, on détecte ces structures. Ensuite, notre métier, c'est de les vider pour en lire le comblement, la dynamique de comblement, et prélever le matériel. Et quand je dis matériel, ça peut être les sédiments, notamment, on l'a fait dans les latrines comme ici, prélever les résidus, prélever les dépôts au fond des latrines pour pouvoir faire des études sur les parasites intestinaux, par exemple. Ça peut paraître frustre, mais c'est le cas, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs comme ça qu'on détermine que ce sont des latrines aussi, c'est-à-dire qu'on a les parasites intestinaux liés à l'homme. Vous avez ici une très belle cave maçonnée, qui est une des seules de tout le camp. La plupart du temps, on a des structures de terre et de bois, donc la maçonnerie de ce type-là est quand même assez rare. Ici, les fameuses écuries, donc vous voyez les alignements de poteaux que mes collègues sont en train de fouiller. Pour vous rendre compte de la distance, il faut vous imaginer qu'entre ici et là-bas, il y a quasiment 100 mètres. Là-bas, l'état de terre que vous voyez, c'est la terre qui est issue de la fouille du fossé, qu'on a reposée cette fois-ci sur la contre-escarpe pour des raisons techniques. Et vous voyez la forêt de Saint-Germain un petit peu plus loin. Donc vous voyez la distance, c'est des écuries qui font 100 mètres de long à chaque fois. On considère qu'il y a entre 50 et 70 chevaux par écurie. Donc c'est des très très grands bâtiments dont on va reparler très rapidement. Et ici, les petites structures de combustion assez caractéristiques, ce sont ce qu'on appelle des potagers. Ce sont des petits foyers construits avec des éléments divers et variés, souvent le tout venant à des petits éléments calcaires, un peu de marne, des fois un peu de briques. On sent qu'on récupère un peu tout ce qu'on a sous la main. C'est ces structures qu'on va trouver à proximité des tentes qui vont permettre de faire réchauffer la popote. Les pots-tripotes que vous avez dans l'exposition, les petits pots à pied avec couvercle, c'est là-dedans qu'ils vont. On les met sur les brèches chaudes et on laisse la popote cuire, recuire, réchauffer x et x fois la soupe, le brouet, le ragoût et j'en passe. Ça, ces structures-là, elles sont très précieuses parce que c'est souvent elles qui nous donnent les alignements de tentes. Quand on n'a pas les tentes, on a au moins les structures de combustion qui nous donnent l'organisation spatiale du site. Et ici, vous avez ce qu'on a appelé des cahutes. Elles sont mentionnées comme ça dans les textes, les huttes ou les cahutes. C'est ces éléments excavés, donc faiblement creusés, qui sont dotés de structures de combustion, donc de foyers, des fois de petites cheminées quand elles sont sur les parois, plus ou moins aménagées. Alors on remarque, ça c'est assez intéressant aussi pour les pratiques de distinction sociale, que plus les structures sont aménagées, mieux elles sont creusées, donc plus elles sont isolées. Et que dans ces structures, souvent dans les structures beaucoup plus creusées que celles-là, on va avoir les éléments de cheminée quasiment construites, avec des très beaux éléments. Donc on sent que voilà, il y a la distinction sociale, la hiérarchie sociale, et le statut social s'exprime aussi par la qualité de l'aménagement. La plupart du temps, on a des structures peu aménagées. On sent que même si on est sur place dans le camp,
qu'en été, au printemps et à l'été, puisque au moins, enfin, jusqu'à Napoléon, on ne combat pas à l'automne en hiver. C'est-à-dire pour ça qu'on a gardé l'expression française prendre ses quartiers d'hiver, c'est que les militaires à cette époque, à l'entraînement comme en campagne, ne sont pas mobilisés sur les périodes hivernales. Pour une raison importante, qui n'est pas tellement le confort des soldats, c'est surtout le fait que, comme on vit sur l'ennemi, on vit sur le pays, quand en automne, en hiver, on ne peut pas trouver de fourrage, notamment pour les chevaux, c'est extrêmement difficile. On ne peut pas faire survivre une armée, et notamment une armée où il y a 10 000 ou 15 000 chevaux, on ne peut pas la faire survivre dans un territoire où il y a absolument rien à fourrager, pour le coup. Voilà, donc ces conditions de vie dans des campements qui peuvent être assez rustiques, hein, sont des conditions de vie qui sont celles des périodes printanières et estivales. Voilà, alors là c'est mes 3D sont très vilaines aussi, mais bon, c'est les 3D de travail qui nous ont permis de faire des restitutions des éléments en élévation à partir des données d'archives de mon collègue Olivier Baucher. Donc là on a vraiment restitué la vision des textes, pas celle de l'archéologie, et ensuite on confrontera les deux par rapport au plan des choses qu'on a au sol et aux éléments qu'on a au sol, notamment les clous, les éléments de charpenterie, etc. Donc elles sont très vilaines, mais elles permettent de représenter les grands bâtiments alignés, c'est-à-dire ces grandes écuries, donc double alignement de poteaux, avec des travées qui correspondent à des stalles, hein, donc qui nous donnent à peu près le nombre de chevaux pouvant être abrités. Et en bout d'écurie, cette chose qui perturbe un peu la lecture des écuries, ce sont les latrines. Sur le deuxième camp, à chaque fois qu'on a 2 écuries, on a une latrine. Alors les latrines, c'est les structures que vous avez vues tout à l'heure, qui sont très intéressantes. Ce sont des gaines. Alors là, vous ne les avez pas creusées, vous l'avez juste en plan. Alors là, ce sont des tonneaux, c'est des gaines de tonneaux qui sont empilés les uns sur les autres. Donc on creuse une espèce de grande structure en forme de cigare. Elle doit être, j'imagine, blindée le temps du creusement, encore qu'on a, dans un des textes, on a la mort d'un soldat qui meurt enseveli lors du creusement des latrines, ou d'un puits, je ne sais plus. Voilà, donc on a ces gaines de tonneaux, c'est-à-dire des tonneaux qui sont sans doute récupérés après la livraison de poissons de conserve et ce genre de choses-là, qui sont empilés les uns sur les autres sur des hauteurs de 4 à 5 mètres. Donc ça fait des gaines de tonneaux au-dessus desquels on va installer des sièges, donc à mon avis des planches à trous, et donc ça va être des bâtiments palissadés dans lesquels on va venir s'installer pour se livrer aux besoins de la nature. Et on a ici du coup des bâtiments qui sont régulièrement trouvés sur le site, hein, et qui permettent de comprendre un peu mieux l'organisation spatiale du camp. Alors on a des latrines qui sont associées aux écuries, mais on a aussi des latrines qui sont isolées et qui sont, elles, sans doute associées aux régiments d'infanterie. Voilà. Alors les régiments d'infanterie, c'est un peu les laissés pour compte je dirais de l'histoire, parce qu'on a un surinvestissement sur les régiments de cavalerie qui sont les régiments d'élite. C'est le nec plus ultra de l'armée, le régiment de cavalerie à cette période-là. Mais c'est aussi pour l'archéologie un peu les laisser pour compte, parce que comme les régiments d'infanterie n'ont pas d'écuries et de grands bâtiments à implanter, on les voit moins sur le terrain. On a du mal à les trouver, les régiments d'infanterie, parce que à part les zones de cuisine et quelques latrines, on a du mal à comprendre comment ils s'organisent. Donc pour ça, il nous faut la confrontation avec d'autres sources d'informations. Alors les écuries, je passe, et vous voyez ici, alors juste quelques illustrations pour imager mon propos et y mettre un petit peu d'humanité, parce que des fois ça manque un petit peu d'homme. Vous voyez ici alors d'abord nos zones de fortification. Là j'ai fait une sélection sur la toile de Van der Meulen, de Jean-Paul, pardon, sur le siège de Maastricht, hein, qui permet de voir la fortification, qui ressemble à peu près à la nôtre, avec son boulevard de manœuvre, qui permet la circulation des hommes, des troupes, etc. Les zones de campement alignées, avec de beaux alignements séparés par des rues ou des ruelles. Donc là, on ne les voit pas très bien, on les reverra plus tard, avec les régiments de cavalerie et d'infanterie qui alternent de manière régulière. Et ici, des zones extrêmement importantes, qui sont les zones des vivandiers, c'est-à-dire ces zones de campement qui sont destinées aux marchands ambulants, aux cuisines et aux lingères, et à toutes ces fonctions vitales à l'armée qui sont absolument indispensables pour la vie des troupes et la vie des soldats. Donc ça, en général, ce sont les quartiers qui sont beaucoup moins organisés et qui ont l'air d'être beaucoup plus désordonnés dans l'agencement sur le terrain. En tout cas, c'est clair, hein. Alors c'est dans ces zones-là notamment qu'on va aller trouver les cabarets, les choses comme ça. Et je pense qu'on en a un sur le site de cabaret, parce que j'ai une structure excavée de type cave dans laquelle j'ai énormément de monnaie avec beaucoup de verre. Donc c'est les spécialistes des monnaies qui m'ont mis sur la piste et qui m'ont dit il y a peut-être sur le camp napoléonien d'Étaples qui a été fouillé par mon collègue Frédéric Lemaire il y a quelques années, ils ont le même genre de structure et ils ont un cabaret ambulant qui a été détecté par la présence, l'abondance dans une structure des monnaies et des verres, des éléments à boire, des verres notamment.
donc à creuser. Alors là, les petits cavaliers, juste pour imager, mais vous aurez de ce type d'illustration dans l'exposition. Et puis ici, une gravure de Delestre qui m'avait été transmise par le général Michel Hanoteau et qui permet de représenter, qui nous montre des campements alignés avec rues et ruelles, et notamment les chevaux qui sont à la longe le long des tentes. Alors, ce qui nous permet de dire qu'à Saint-Sébastien, en fait, on a les écuries, c'est un espèce de cas. On est dans une configuration maximale du camp, c'est un camp d'entraînement. Je pense que le premier camp est une vitrine de l'armée de Louis XIV, qu'on y vient avec les ambassadeurs, on y vient avec la cour, et qu'on a surinvesti sur les écuries, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup mieux construites et beaucoup mieux aménagées qu'elles ne le seraient en campagne. C'est-à-dire que normalement les chevaux sont à la longe, alors que là ils sont dans des bâtiments couverts, on sait qu'ils le sont, ils sont beaucoup plus protégés. Donc on sent que les écuries du Fort Saint-Sébastien ne correspondent pas à la réalité de la campagne militaire. Ou en tout cas, il y a un investissement plus important sur ces écuries. Et ce qui est important ici, c'est les zones de foin. Alors là, on nous les représente. On représente certains des militaires en train de fourrager, c'est-à-dire de récupérer le fourrage, comme s'il était coupé immédiatement sur place, ce qui ne doit pas être le cas à mon avis. Mais voilà, ça permet de rassembler ces différentes fonctions à l'intérieur des régiments de cavalerie. Alors, je voulais revenir sur les tranchées d'approche, parce que c'est un point important du site du Fort Saint-Sébastien, avant de revenir sur le deuxième camp, que vous comprendrez bien mieux. C'est ces fameuses tranchées d'approche dites de Vauban, qui sont très connues d'un point de vue archivistique, livresque, historique, et dont on a le premier témoignage archéologique au Fort Saint-Sébastien. C'est la première fois qu'on met en évidence ces structures-là en archéologie. On a, vous l'avez vu tout à l'heure sur le grand plan, donc je ne reviens pas sur le plan général, sur le bastion ouest, donc près de la nécropole à incinération, d'ailleurs elles sont implantées en plein dedans, ces tranchées en zigzag qui s'organisent sur le bastion ouest et dont on a détecté, malheureusement là on a une zone polluée dans laquelle on n'a pas pu intervenir, donc on n'a pas pu suivre cette grande parallèle, qui va faire le lien avec un deuxième réseau de petites tranchées fossoyées, qui va aller, elle, se porter sur la probable entrée ouest. Et c'est cette articulation des tranchées d'approche, donc ici, je rappelle le premier témoignage archéologique, donc cette articulation entre ce réseau-là, ce réseau-ci, qui nous donne le rythme et la distance entre les deux réseaux, et le rythme probable avec un troisième réseau qui se trouverait sur le bastion nord, c'est-à-dire contre la Seine. Et c'est ces tranchées d'approche qui me permettent de dire que la deuxième hypothèse de projection du site en surface est sans doute la bonne, c'est-à-dire un site qui va jusqu'à la Seine. Parce que si les tranchées d'approche, comme la théorie des tranchées d'approche, telle que développée par Vauban, c'est celle-là, c'est une succession de 3 réseaux. Si on déploie cette analyse sur le Fort Saint-Sébastien, les 3 réseaux tombent pile sur les portes présumées et sur le deuxième bastion à côté de la Seine. Sur un des bastions, puisqu'il y en a plusieurs, des bastions, il y en a 4, sur le deuxième bastion, mais en direction sur le front ouest. Donc ça, c'est extrêmément intéressant pour nous. La chose qui est absolument capitale, c'est que ces tranchées d'approche, qui sont déjà connues par les Turcs, c'est-à-dire qu'on va piquer l'idée aux Turcs après le siège de Candie, Vauban va les récupérer l'idée, rationaliser cette utilisation des tranchées d'approche, la développer pour la mettre en œuvre la première fois à Maastricht, lors du siège de Maastricht. Or, le siège de Maastricht n'a lieu qu'en 1673. Ça veut dire qu'ici, en 1669, et je ne me rappelle pas, mais je pourrais vous donner le jour où elles ont été creusées, parce que le roi assiste au creusement des tranchées d'approche, le jour où elles sont creusées, l'année où elles sont creusées et servent à l'exercice des soldats pour apprendre à mener l'assaut, à aller faire à battre le bastion en brèche, à aller mener l'assaut, on est en 1669, c'est-à-dire 4 ans avant. Donc on a, et je me le suis fait confirmer notamment par Hervé de Révillon, que vous avez entendu, je crois, il y a quelques semaines, il me semble. Hervé de Révillon m'a confirmé que cette découverte-là, on pouvait considérer que les tranchées d'approche du Fort Saint-Sébastien étaient un prototype de ce qu'allait être mis en œuvre à Maastricht quelques années après. Alors ici, vous l'avez sur le siège de Maastricht, vous avez les tranchées d'approche qu'on devine en plan, qui sont ici, avec les places d'armes qu'on ne voit pas parce qu'en fait elles sont complètement masquées par la fumée la puissance de feu des places d'armes. Et ces tranchées d'approche se déploient jusqu'à aller sur la porte de Tongres, la fameuse porte où D'Artagnan sera tué en 73 lors du siège. Donc ici, on a notre lien le plus fort avec le siège de Maastricht, sur lequel on revient régulièrement, mais c'est notre lien fort au siège de Maastricht, c'est ça, c'est les tranchées d'approche qui font le lien entre les deux sites et entre
qui font le lien entre le siège réel, le siège victorieux, cette grande victoire de l'armée de Louis XIV à Maastricht en 1973. Ici, on a un témoignage assez prégnant de la préparation à la guerre de siège. Donc ça ne veut pas dire qu'au Fort Saint-Sébastien, et je le dis parce que ça a été beaucoup dit, mais vous l'entendrez peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'au Fort Saint-Sébastien, on s'entraîne pour aller prendre Maastricht, on s'entraîne pour la guerre de Hollande. On sait, dès 1670, l'état-major sait qu'on va, dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, aller en Hollande déclarer la guerre aux Provinces-Unies. En réalité, la déclaration de guerre, elle date de 1672, donc 2 ans après, mais ça veut dire que en même temps qu'on commence à s'approvisionner en poudre à canon, en munitions, etc., pour aller mener cette guerre, on entraîne les troupes. On les prépare, on les familiarise à la pénibilité de la vie de camp, on les familiarise au son, au bruit, aux odeurs, on les familiarise au maniement des armes, à la manœuvre, à marcher en ordre aussi. C'est toutes ces choses-là qui composent la société militaire. Et ce qui est impressionnant, ce qui moi m'impressionne pas mal, c'est que finalement c'est une espèce de préfiguration de l'idée de nation, même si elle est beaucoup plus tardive, parce que pour la première fois on va rassembler des soldats de base, la troupe, hein, pas seulement les officiers qui sont formés dans des écoles militaires dans Paris et ailleurs. On va rassembler l'ensemble des couches de la société militaire, avec des gens qui viennent du Languedoc-Roussillon, de Normandie, d'Île-de-France, de l'Est de la France, et qui vont devoir apprendre des techniques militaires, vont devoir apprendre des tactiques de combat, mais vont devoir aussi apprendre à vivre ensemble, à parler ensemble, ce qui n'est pas évident, puisque c'est une société où il y a énormément de patois et on ne se comprend pas toujours. D'ailleurs, il y a énormément de désertions liées à l'incapacité à parler et à comprendre les ordres. Et c'est des gens qui vont devoir aussi apprendre à vivre ensemble, parce que à cette époque-là, les gens du Languedoc ou de Normandie ne calculent pas et ne comptent pas avec les mêmes unités de mesure. Donc tout ça, c'est une société qui va devoir se découvrir, et je pense que ça fait aussi partie de cette familiarisation à la guerre, de cette familiarisation à la vie en société, à la vie en communauté. J'insiste un peu dessus, mais je trouve ça très intéressant. Alors pour en finir avec mes tranchées d'approche, ici une toile de Van der Meulen, qui est le siège de Tournai de 67, qui est assez intéressante parce que c'est une des seules toiles qui nous représente les tranchées d'approche vues quasiment à hauteur d'homme. C'est-à-dire, on voit un des boyaux dans lequel s'entassent les piquiers, les fantassins divers et variés, les sergents premier plan, un valet de Louis XIV avec sa livrée bleue qui tient son cheval. Et Louis XIV, on le sait parce que c'est une anecdote célèbre de l'histoire de France, il est là. C'est l'espèce d'inconscient qui se tient hors de la protection de la tranchée d'approche, qui a voulu aller voir ce qui se passait par-dessus le talus et qui se tient hors de la tranchée d'approche, et ça nous est rapporté puisque je ne sais plus quelle personne proche du roi en fait l'attrape par la ceinture pour le faire redescendre, parce qu'il prend. Là, ils sont normalement les tranchées d'approche. Vous l'avez vu sur le camp et vous l'avez vu sur le plan de Maastricht. Elles commencent à être creusées à une distance où on est à portée de tir. En tout cas, au départ, elles ne sont pas à portée de tir, mais plus on avance vers le bastion, et évidemment plus on est exposé. Donc c'est pas exactement l'endroit le plus sécurisé du siège que de se trouver là. Les tranchées d'approche ici, vous les voyez, c'est les tranchées donc d'une autre toile de Van der Meulen, le siège de Besançon de 1784, où on voit ici les tranchées qui zigzaguent et qui sillonnent vers la place forte, vers la ville, avec les places d'armes toujours complètement masquées par la fumée. Voilà. Donc c'était juste pour illustrer cette question des tranchées d'approche qui sont importantes. Alors on arrive au deuxième camp. Le deuxième camp, la deuxième fortification, alors on parle du fort Saint-Sébastien, mais en réalité, à partir de 70, donc l'année d'après, on parle du camp d'Acher. La raison du changement sémantique, elle est sans doute liée au changement de fortification et au changement de taille. Le fort Saint-Sébastien, ça s'adapte bien à cette petite forme carrée qui sert de vitrine. Le roi y vient régulièrement, on vient faire la revue des troupes, on y vient avec la cour, les ambassadeurs, et on a beaucoup de documents qui concernent le premier camp. Le deuxième camp, on a très peu d'informations, ni littéraires, ni gazetières, je dirais. On a les documents, le procès-verbal de construction et de livraison. On a ce genre d'informations. Ce qui est absolument saisissant, et ça aussi, ça a été une des grandes découvertes de l'opération, quand on a découvert ça sur le terrain grâce à notre collègue archiviste, on est tombé des nues quand on s'est aperçu. Alors déjà, d'une part, sur le terrain, ce qu'on voyait, c'est que sur cette partie-là où vous avez les deux fortifications qui se croisent, on a bien vu stratigraphiquement qu'il y avait une deuxième fortification qui venait couper la première. On s'est rendu compte très rapidement que pour pouvoir implanter une seconde fortification, on avait rebouché l'intégralité du fossé. C'est-à-dire que ce fossé-là, qui fait 7 à 12 mètres de large et 3 mètres de profondeur, est intégralement rebouché de manière militaire, c'est le cas, il est rebouché de manière extrêmement rapide pour permettre le creusement de ce fossé-là. Et ce qui est saisissant, c'est que
on sentait bien un changement d'organisation dans le campement, c'est-à-dire qu'on avait des structures de campement qui s'articulaient sur le plan rectangulaire, hein, qui s'organisaient très bien avec le plan rectangulaire, mais on ne comprenait pas pourquoi on avait tout un tas de structures qui, elles, étaient complètement divergentes et ne s'orientaient pas du tout sur la première fortification. La raison, elle est simple, en tout cas, elle paraît simple ici, sauf que quand on est dans le cadre de l'enquête, il faut encore comprendre tout ça, c'est que toutes les structures qui sont ici, hein, s'orientent sur une deuxième fortification. Et pour pouvoir mettre en place ce camp-là, on rebouche la totalité du premier. Tout partie du premier. C'est-à-dire que toutes les structures qui viennent sont rebouchées, condamnées pour permettre l'implantation d'un deuxième camp. Ce deuxième camp complètement divergent, qui lui est une grande fortification semi-circulaire, dont je vous disais que nous on a fouillé peut-être un dixième de la fortification, c'est cette partie-là globalement, ou cette partie-là, qui est en partie conservée en forêt de Saint-Germain encore aujourd'hui, avec des levées de terre, des dévers, etc. Donc on voit encore les micro-reliefs en forêt de Saint-Germain sur une petite portion, c'est encore impressionnant, c'est assez impressionnant. Cette fortification semi-circulaire, elle fait, 4 km de circonférence. Et on atteint du coup un camp de 192 hectares. Je vous rappelle que tout à l'heure, j'ai parlé de 32 hectares. Donc on change de gabarit. Je dirais maintenant, on passe à des opérations de très très grande ampleur. On n'est plus dans le camp vitrine, dans le camp archaïque, fort archaïque, camp vitrine qui sert à montrer à la cour à quel point l'armée de Louis XIV est puissante et bien organisée. On est dans quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est le même type de camp, hein, c'est que la fortification change de direction, mais globalement, on a le boulevard de manœuvre, les campements qui s'organisent avec les écuries, les campements de cavaliers, etc., etc. Je vais vous montrer ça après. Ce qui est saisissant, c'est que mon collègue Olivier Bochet, quand il étudie les archives et qui met en évidence, pendant qu'on est sur le terrain en plein hiver en train de s'évertuer à fouiller les structures dans des conditions météorologiques assez mauvaises, me téléphone et me dit « Est-ce que tu es assise ?» Le premier camp, les soldats lèvent le camp en 1670, c'est-à-dire qu'ils se sont entraînés une fois en 1669, une fois en 70. On lève le camp en 70, le camp est rebouché en 71. C'est-à-dire qu'on a l'acte qui est l'acte notarial, qui est signé par la propriétaire des terres, qui signe avec les paysans du cru une commande pour un rebouchage complet des structures laissées par les soldats pour pouvoir remettre en culture. Donc on sait, et on en a la confirmation, parce qu'après il y a une occupation de la plaine, c'est-à-dire qu'on a encore des soldats dans la plaine d'Acher en 76, 78, 80, etc. Mais c'est plus sur ces structures-là. C'est-à-dire qu'on a très probablement conservé le fossé, la fortification, mais pas les zones de campement. La première fortification, elle a disparu, elle est intégralement rebouchée, et ce qu'on laisse en l'état, c'est cette fortification-là, aujourd'hui conservée en toute petite partie en forêt de Saint-Germain, parce qu'en fait, quand on va reboiser, elle est encore là, elle se rebouche comme elle peut, avec les feuilles mortes, les colluvions, etc. Mais elle n'est pas rebouchée mécaniquement par les soldats, elle n'est pas rebouchée volontairement. Donc la fortification reste, et je pense que moi j'ai fait une distinction entre l'occupation de la plaine d'Acher et du camp d'Acher, c'est-à-dire que les quelques années de pic d'occupation où en fait les troupes sont présentes de manière extrêmement régulière, campent sur place, marquent le terrain en profondeur, et le concept de fréquentation, où après on sait qu'on a encore des soldats qui viennent dans la plaine d'Acher, mais je pense que c'est de l'ordre de quelques semaines. C'est 1-2 semaines, des campements très légers, très peu de marques au sol, et certainement pas le degré d'investissement qu'on aura connu en 69-70. Et j'en veux pour preuve le fait que dans les documents d'archives qu'on a, les 2 années où on parle du site, c'est 69-70, les 2 années où on recense les visites du roi, c'est 69, un peu moins en 70, et puis après c'est mort de plaine. Après, je dirais que le site, il est passé de mode. D'abord, on est parti en campagne, on est parti faire la guerre, donc on n'a plus trop de temps. Et de toute façon, après 82, c'est le camp de Satory qui va prendre le relais, c'est le camp qui est construit près de Versailles qui prend le relais. Donc celui-là tombe un peu en désuétude. Et à partir de 1700, alors je pense que c'est une plaine qui est de moins en moins occupée par les militaires après les années 1680. Par contre, on a encore des mentions de soldats qui se marient avec les filles du cru, donc on voit qu'il y a une petite fréquentation un peu anecdotique. Et on sait de toute façon que la totalité, enfin une grande partie de la plaine est reboisée en 1750 sous Louis XV. Donc à partir de ce moment-là, et d'ailleurs c'est intéressant, c'est qu'en fait la campagne de reboisement qui permet d'agrandir le domaine, la forêt domaniale, hein, la forêt royale, c'est 1750, et qu'en fait à l'époque, en 1670, la plaine est beaucoup moins boisée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un espace forestier qui est bien moindre à cette époque-là qu'il ne l'est aujourd'hui. Et là, c'était une petite photo qui vous montrait ce profil en V, qui est le deuxième fossé, qui a été coupé mais non fouillé, hein, qui se prolonge dans cette direction-là, et qui coupe le premier, là on distingue la maçonnerie en argile crue du premier. Donc on voit la lecture des deux qui s'entrecroisent. Et vous voyez la taille du fossé juste à la taille et à la hauteur de mes collègues. Alors là, vous comprenez, puisque vous savez tout des modes de campement et des types de campement des soldats, les alignements de structures qui nous permettent de détecter les zones de campement des cavaliers qui sont à côté des écuries, les latrines, une écurie, un puits,
zone de campement, des rues, des ruelles, une écurie, une latrine, une écurie, normalement on a un puits, enfin là il est décalé, les puits sont de ce côté-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on va avoir comme ça une alternance de structures qui permettent de comprendre l'organisation spatiale, toujours le long de la fortification, c'est-à-dire que là, comme on va le revoir après, les éléments de campement sont installés en périphérie de la fortification de manière systématique. C'est-à-dire que voilà, on est organisé le long de la zone fortifiée. Alors, ça, c'est un document qui est intéressant, c'est la carte de l'abbé de la Griffe, non, c'est la carte de Nicole de Fer, pardon, qui est produite sans doute postérieurement au pic d'occupation des deux sites fortifiés, des deux sites militaires. On a ici une représentation de la boucle de la Seine qui permet de voir les troupes, alors phase 1, les troupes rassemblées pour l'exercice, mais comme en campagne militaire, donc les régiments de cavalerie, si je me trompe, et les régiments d'infanterie en blanc. Ça, c'est première phase, on se rassemble. Deuxième phase, on s'organise pour faire le siège de la place forte. Donc on a notre fortification semi-circulaire, avec les régiments de cavalerie enrayés, les régiments d'infanterie qui vont vers la fortification en blanc, la position des canons, ce sont ces petits traits-là. Hein. Et voilà, on a une espèce d'inscription sur le document de la troupe en manœuvre et de la manœuvre militaire. C'est un document qui est assez intéressant. Je crois que voilà. Alors, pour la suite, hein, puisqu'on n'en a jamais assez, on est toujours plein d'appétit concernant ce sujet-là et les autres. Cette zone-là va être livrée au diagnostic archéologique en cours d'année 2014. Donc il y aura peut-être une fouille, si les données sont suffisantes, autour de la chapelle Saint-Sébastien et du village de Fromainville. Donc on verra ce que ça va donner, mais vous vous rendez compte que de ces deux camps d'entraînement, il reste énormément de vestiges à fouiller, surtout que tout n'a pas été détruit, parce que c'est une plaine maraîchère qui est restée un endroit assez bucolique et très peu construit, si ce n'est l'usine du SIAP qui étend ses travaux, mais qu'il fait avec beaucoup d'intelligence, toujours en intégrant l'archéologie préventive en amont des constructions. Donc on a encore des centaines de données à les collecter. Alors je ne vous ai pas beaucoup parlé de mobilier jusqu'à présent, et je ne vais pas le faire beaucoup, mais ceci dit, il y a du mobilier présent dans l'exposition, et puis vous avez l'occasion d'aller sur le site de l'INRAP, le site internet où la vidéo est également disponible. Hein. On a trouvé des dizaines de milliers de pièces de mobilier, évidemment, puisqu'on a, sur le premier camp, on estime qu'on a à peu près 9000 hommes et entre 16 et 30 000 sur le deuxième camp. Donc c'est évidemment des gens qui vont perdre des objets, en casser, les laisser sur place. Surtout quand ils lèvent le camp en 70, ils laissent tout en place. Hein. Tout ce qui est pondéreux, qui est pénible à transporter, surtout quand on doit marcher des centaines de kilomètres, on laisse tout en place. Le mobilier qui est présenté ici, c'est un tout petit échantillon de ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est-à-dire les dés à jouer, les pipes en terre cuite, décorées ou pas, les éléments vestimentaires, les éléments du vêtement, boutons, épingles, médailles, bagues de fiançailles, médailles religieuses, donc même des petits filaments d'argent autour de fils de chanvre et compagnie. Hein. Les éléments liés à la vaisselle de table ou à la vaisselle de préparation, donc les pots à cuire, les jattes et les terrines pour laver son petit linge ou préparer les éléments, préparer les aliments, la vaisselle décorée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette vaisselle décorée-là, elle est déjà archaïque à l'époque où on la trouve sur le site. Elle est déjà un peu passée de mode pour la période. Et que normalement, dans les habitats bourgeois de la même période, on les trouve accrochés au mur. C'est de la décoration. Ici, on les trouve sur le site. Ils ont sans doute été utilisés pour la consommation. Et on les trouve à une période où, globalement, c'est plus tellement à la mode. Alors, je ne sais pas si c'est l'armée qui les fournit. Je pense que ce n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est il y a des marchands ambulants qui vendent des choses qui sont un peu passées de mode, mais qui les vendent peut-être moins cher. Donc, pour la vie de camp, ça suffit peut-être bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les pots-tripodes qui sont exposés dans les salles au-dessus de nous, on va toujours systématiquement trouver les éléments liés à la consommation de bœuf. Donc, ce sont des éléments standardisés, des découpes standardisées sur des os longs, avec des cuissons, des pièces des pièces osseuses qui correspondent à des morceaux de viande qui vont aller dans l'eau, qui vont être cuits en ragoût, en pot-au-feu, qui vont être des soupes, des brouets, ce genre de choses-là, c'est-à-dire les éléments les moins nobles du bœuf. On est en train de travailler sur les âges au décès des bœufs pour voir s'ils sont abattus jeunes ou pas, puisque plus l'animal est abattu jeune, plus la viande est de bonne qualité. Et qu'avec ces formes-là, donc ça c'est l'ancêtre de la casserole, hein, on trouve ça dans tous les habitats du XVIIe, y compris hors des contextes militaires. Et vous avez ici ces formes très décorées, au gyoshi, qui sont, elles, des formes archaïques, mais néanmoins qu'on trouve souvent associées aux éléments de côte de bœuf. C'est-à-dire que
les personnes qui disposent de cette vaisselle décorée n'ont pas accès aux mêmes ressources alimentaires. C'est-à-dire qu'on va avoir de meilleurs morceaux de viande avec des types de cuisson qui traduisent des pratiques alimentaires et culinaires plus sophistiquées. Où globalement, on se permet de perdre la graisse quand on rôtit et qu'on frit. Ce qui est, dans les milieux paysans, c'est inconcevable. Voilà, donc vous avez ici des formes en grès aussi qui sont liées à la boisson. Tout ça, c'est les formes en grès, les gourdes, les pichets, tout ça, c'est souvent trouvé dans les puits. Donc on est descendu jusqu'à 11 mètres de profondeur pour aller chercher les fonds des puits, pour avoir les douelles de tonneaux, etc. Donc on a fait des excavations de près de 300 mètres carrés à chaque fois. Donc on n'en a pas fait trop non plus parce que ça nécessite énormément de moyens mécaniques et des semaines de terrassement pour réussir à aller au fond des puits. Heureusement, l'ensemble des éléments céramiques très très nombreux sont souvent dans les couches supérieures du comblement. Et puis des éléments de la vaisselle. Alors on a des couverts, des fourchettes, des cuillères, des couteaux, des petites albarelles, des petits pots à onguents, des petits saloirs et tout un tas d'éléments qui nous permettent de comprendre à travers cette culture matérielle les modes de vie des soldats, les modes de consommation, les modes d'approvisionnement aussi, puisque c'est comme ça, avec ces éléments-là, les arêtes de poissons, les os d'animaux, la vaisselle, l'outillage, qu'on comprend comment est approvisionné le camp. Est-ce que c'est l'armée qui organise l'approvisionnement? Est-ce que ce sont les soldats qui se débrouillent tout seuls avec les marchands ambulants qui sont sur place? Je ne l'ai pas dit, mais sur une armée de 16 ou 30 000 hommes, il y a des milliers et des milliers de civils sur le camp, même des femmes et des enfants, puisque certains des officiers sont avec leur famille, mais il y a des milliers de civils qui viennent, donc beaucoup de marchands qui viennent des marchés parisiens avec des charrettes et compagnie et qui viennent vendre les produits divers et variés, la céramique, les pipes en terre cuite, à l'époque très certainement le tabac, puisque le privilège royal sur le tabac n'est déterminé qu'à partir de 1774. Ça veut dire que probablement avant cette date-là, les soldats ont à charge de s'acheter leur tabac, leurs pipes en terre cuite, etc. C'est une question qui va faire débat parce qu'a priori, on pensait que le tabac était introduit dans l'armée qu'à partir des années 1780. Là, je vois que c'est très, très clairement pas le cas, puisque j'ai des milliers de fragments de pipes en terre cuite. On a une armée de fumeurs. Ils passent leur temps à fumer. Et ils passent leur temps à fumer pour une bonne raison, c'est que la vie du soldat, c'est un temps d'attente. C'est des gens qui attendent énormément, qui attendent l'exercice, qui attendent l'assaut, qui attendent les ordres. Et du coup, on fume, on joue au dé, on joue surtout beaucoup aux cartes, on joue aux osselets, et puis on boit. Donc voilà. Et donc on a tout un tas d'éléments qui nous permettent de mieux comprendre ces modes de vie et ces questions de consommation et d'approvisionnement, et qui n'intéressent pas que nous, parce qu'on a beaucoup de collègues antiquisants qui travaillent sur la question des forts antiques, des forts romains notamment, et qui ne peuvent pas toujours répondre à ces questions d'approvisionnement, parce qu'ils ont pour seuls éléments les éléments archéologiques, qui sont parfois pas suffisants. C'est-à-dire qu'on peut poser des hypothèses, mais pas toujours les étayer. L'intérêt de nos périodes modernes, c'est que je peux poser beaucoup d'hypothèses, pas toujours répondre, mais je dis souvent que mon métier, c'est d'abord de poser les bonnes questions, de les poser correctement. La réponse, après, c'est une autre question, mais c'est un autre problème. Mais dans ce cas-là, nous, on va pouvoir apporter un certain nombre faire des modélisations sur les modes d'approvisionnement d'un camp militaire qui vont permettre aux antiquisants de réfléchir à d'autres principes et à d'autres modélisations sur des périodes plus anciennes. Donc ce qu'on est en train de faire intéresse également nos collègues des périodes plus anciennes, les antiquisants en particulier. Surtout que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des fortifications qu'on a fouillées, donc le matériel change, on est passé à l'artillerie, on a le canon, la poudre à canon, etc. Mais nos fortifications, dont on va parler, circonvallation, contrevallation, la fortification défendue avec la guerre de siège, tout ça, on fait déjà ça chez les Grecs, pendant l'Antiquité grecque, et évidemment chez les Romains. On va en reparler parce qu'on va parler de circonvallation et de contrevallation maintenant, et les techniques dont je vais vous parler, c'est ce qu'on faisait déjà à Alésia. Le siège d'Alésia, c'est un siège avec circonvallation et contrevallation. Donc on n'invente rien, mais par contre on rationalise sous Louis XIV, grâce à Louvois, grâce à Vauban, des techniques qui sont éprouvées, mais on les rationalise notamment parce que pour une meilleure efficacité, on rationalise les pratiques d'approvisionnement, de préparation à la guerre. Ce site-là en est un témoignage prégnant. On rationalise cette préparation à la guerre de siège. On rationalise l'approvisionnement, je vous l'ai dit, et on rationalise toutes les techniques et tactiques militaires qui permettent de se préparer à la guerre et d'aller mener l'assaut et de prendre ces fameuses places fortes. Alors, je vous parlais de circonvallation et de contrevallation. Ici, on en a. Alors, c'est toujours la même peinture de Jean-Paul pour le siège de Maastricht, qui représente. Alors là, je l'ai coupé parce que ça représente la totalité de la ville de Maastricht avec le réseau de circonvallation, qui est ce réseau fortifié, donc de terre et de bois, construit au moment du siège par les soldats de Louis XIV. Ce réseau fortifié avec les bastions, les redans, donc on voit surtout des redans là,
le boulevard de manœuvre et les campements que vous reconnaissez. Maintenant, vous savez tout, les campements qui s'organisent le long de la fortification avec les régiments de cavalerie, d'infanterie, etc. Les zones de vivandiers dont je vous ai parlé et le camp du roi qui est quelque part par là. Je ne le vois pas très bien ici. Je vais le regarder là. Donc, il est quelque part près de l'église. Le camp du roi est par là, localisé dans ce coin-là. Ce qu'on distingue un petit peu difficilement sur cette illustration qui est un petit peu sombre, c'est les tranchées d'approche qui vont vers la porte de Tongres, qui sont les tranchées d'approche dans ce coin-là. C'est celles qui ont été creusées hors de la portée des canons, mais qui se rapprochent dangereusement de la place forte. Les tranchées d'approche qui vont zigzaguer et se déployer vers la porte de Tongres, où va malheureusement mourir d'Artagnan en 1673. Donc tout ça, c'est... Vous remarquez là quand même la forte similarité entre les deux types de fortifications, notamment entre notre deuxième camp et cette fortification-là. Donc on est en plein, en 770, quand on s'entraîne au Fort Sébastien, on est vraiment en plein dans la préfiguration de ce qu'on met en place après, c'est-à-dire qu'on apprend ces techniques-là pour les mettre en œuvre en conditions réelles. Donc la circonvallation, c'est ce réseau fortifié, je ne vous ai pas dit ce que c'était qu'une circonvallation, c'est ce réseau fortifié qui est construit par les troupes de Louis XIV pour se protéger l'assiégeant, donc les troupes de Louis XIV, du secours, de secours d'une armée hollandaise, c'est-à-dire du recours à une armée de secours. Je ne sais pas si je peux dire ça, c'est pas très élégant, mais je l'ai dit. Alors voilà, on se protège d'une armée de secours éventuelle qui viendrait porter main forte aux assiégés. Le réseau de contrevallation qu'on voit un petit peu moins bien, il est là, c'est ce réseau fortifié de terre et de bois, toujours, comme à Saint-Sébastien, où on a appris à creuser les fortifications, à les construire, qui est construit par les troupes de Louis XIV pour cerner, encercler les assiégés dans la place forte, empêcher toute manœuvre vers l'intérieur, vers l'extérieur et empêcher tout approvisionnement. Voilà, c'est ces réseaux qui sont des techniques antiques, mais qu'on rationalise à la période, sous le règne de Louis XIV notamment, pour permettre assurer la victoire quasiment à coup sûr. Ce que je lisais dans les travaux de mes collègues historiens, c'est que globalement, l'issue de la guerre de siège en général est pas très, il n'y a pas beaucoup de suspense, et que quand une armée arrive pour faire le siège d'une place forte, je dirais l'issue est déjà réglée, c'est juste une question de temps. Alors la question de temps ici à Maastricht, elle est importante, puisque je vous parle de ce siège-là en particulier. À Maastricht, on met 13 jours à faire le siège de la place forte, ce qui est un temps record pour la période. Donc je ne sais pas si... J'irai pas l'écrire, je vais le dire, parce que c'est à l'oral, mais j'irai pas l'écrire, mais je ne sais pas si on peut faire la corrélation entre la préparation à la guerre de siège et l'efficacité d'un siège comme celui de Maastricht, mais en tout cas, je pense que de toute évidence, la préparation, l'expérience fait que quand on sait où se mettre, quand on sait quelle position tenir, quelle manœuvre employer et comment s'organiser avec sa compagnie, son régiment pour assurer la victoire, je pense que c'est quand même beaucoup plus simple. Et on en parlait avec Michel Hanoto l'autre jour, mais quand on est habitué au son, des canons, à la furie des tirs de canon, de l'artillerie, les bruits, les sons, etc., les odeurs, je pense que ça facilite aussi la tâche. C'est-à-dire quand on est préparé psychologiquement à affronter ça, on doit se sentir un peu plus sûr de soi quand il faut monter à l'assaut pour aller prendre le bastion. Et ici, alors j'ai une autre illustration, c'est les campements ici. Alors c'est le siège de Besançon, où les tranchées d'approche, on les distingue difficilement dans ce coin-là. Et vous avez ici les tentes avec... alors là, elles sont, pour le coup, cette vue nous permet d'avoir une vision assez claire des zones de campement, donc les tentes alignées en double rangée, les rues ou les ruelles, et puis les zones de vivandiers qu'on aperçoit très bien derrière, avec ce rassemblement de tentes un peu moins organisées, desquelles sortent les fumées diverses et variées des cuisines. Ce qui est intéressant, c'est une anecdote mais je ne l'ai pas dit, c'est que par exemple dans ces zones-là, normalement on n'est pas censé avoir de feu, notamment la nuit, c'est-à-dire que le couvre-feu, c'est le fait qu'à partir du moment où on va se coucher, on éteint toute source de potentiel d'incendie, donc pas de lumière, pas de chaleur. Alors je vous disais que les soldats ne sont présents sur le site et en campagne qu'au printemps et à l'été. Ceci dit, j'imagine que même au mois de mai, on peut avoir des températures difficiles à supporter quand on est dans une tente mal habillée et mal garnie. Voilà, donc j'avais mis cette illustration que je trouve beaucoup moins intéressante, mais qui avait le mérite de montrer ce qu'on ne voit pas souvent sur ces peintures de genre qui sont extrêmement nombreuses, c'est la fortification avec le rempart, le parapet. Beaucoup trop de gens, à mon avis, sur le rempart pour que ce soit... Alors c'est au moment de la revue et de l'exercice avec la cour, mais voilà, on est ici sur le siège de Nuremberg et on a
une vision, à mon avis, un peu idéalisée de la fortification, puisqu'on a des tentes qui sont bien trop proches. On n'a pas de boulevard de manœuvre notamment. Il y a des choses qui sont assez incohérentes, mais en tout cas, elle est intéressante parce qu'elle montre cette fortification. Ce que moi, j'ai pu vous montrer de manière très ponctuelle, c'est-à-dire tous ces éléments en élévation qu'on n'a pas et qu'on est obligé de restituer en confrontant nos documents d'archives à nos documents archéologiques. Voilà. Alors là, j'en finirai là-dessus et je pense qu'après on va pouvoir passer aux questions si vous en avez. Alors moi j'ai fini sur cette petite illustration parce qu'elle me faisait rigoler parce qu'on trouve dans beaucoup de manuels destinés aux militaires de l'époque, les manuels de piquet, les manuels du mousquetaire, des figurations comme ça. Donc là vous avez un mousquetaire, des figurations d'hommes en armes, habillés en armes avec la bandoulière, le mousquet, la forquine qui est quelque part dans sa main ici. Ici, la même chose, souvent vue de dos. Ce sont des illustrations qui permettent d'humaniser un petit peu mon propos et que j'avais trouvé l'analogie entre la position du mousquetaire et celle de mon collègue assez intéressante. Donc ça, c'est mon collègue qui part à la guerre, qui part au combat aussi. C'est un autre combat, qui part au combat en plein hiver par moins 4 degrés au petit matin et qui y va vaillamment. Donc voilà, moi je vais en terminale. J'aurais pu vous en parler pendant 3 heures parce que j'aurais des milliers de choses à vous dire sur ce site. Je voudrais juste insister sur le fait que c'est vraiment une fouille exceptionnelle, qu'on a eu la chance de fouiller un site absolument exceptionnel, que la guerre de siège en archéologie, on la connaît très mal, on la connaît très peu, et qu'on est en train de se saisir de ces périodes-là en archéologie. Alors d'abord, on fait de plus en plus d'archéologie des périodes modernes et contemporaines, parce que heureusement, on apprend que même quand on a des documents textuels, l'archéologie n'est pas dispensable, c'est qu'on doit faire une recherche archéologique sur des données quand elles sont disponibles, parce que on a l'impression, et je pense que le mousquetaire est un très bon symbole, on a l'impression de connaître le mousquetaire, on a l'impression de connaître les périodes modernes et contemporaines à partir des textes, mais finalement on les connaît très mal. Et il suffit de commencer à s'intéresser au sujet pour s'apercevoir qu'il y a tellement d'autres choses à dire, que l'archéologie est capable de construire des discours sur ces périodes-là, qui ne sont pas les discours des archives textuelles, mais qui peuvent être mis en confrontation et qui permettent de restituer des images plus serrées, plus fidèles, d'élaborer des problématiques scientifiques plus serrées. Et sur ces périodes modernes en particulier, la guerre de siège, finalement, c'est un sujet récent pour les archéologues. On a des données très ponctuelles sur le siège de Valenciennes, le siège de Lille, le siège de Luxembourg. Mon collègue qui fouille à Maastricht et qui a des données extrêmement parcellaires. Le siège de Maastricht, on a je pense qu'à Maastricht, ils ont même pas fouillé la surface de la pièce dans laquelle vous vous trouvez sur la guerre de siège. Donc on a, nous, ici au Fort Saint-Sébastien, des données qui sont fondamentales parce que c'est la première fois qu'on regarde cette société des gens de guerre à laquelle appartient le mousquetaire, de manière qu'on en a une lecture aussi abondante à partir de ces données archéologiques. Donc on est vraiment, on est un peu précurseur en matière d'archéologie parce qu'en plus le catalogue qu'on est en train de construire de structures, de données mobilier, etc., c'est un catalogue qui va servir de référence pendant quelques décennies, je pense, en attendant qu'on ait des données beaucoup plus massives et que nos données, si elles sont formulées sous forme d'hypothèse, soient infirmées, confirmées, étayées ou pas par d'autres collègues qui auront trouvé des choses différentes. Mais en tout cas, pour nous, c'est quand même une opération assez exceptionnelle qui est loin d'être terminée parce que les données sont en cours d'exploitation. On est en train de construire le rapport de fouille, qui est ma première obligation administrative et scientifique, avant d'aller vers une publication plus massive, plus importante, qui sera, elle, à l'horizon, j'espère, de 2016 ou 2017. Voilà. En attendant, je vous invite à aller voir l'exposition si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, mais c'est vrai qu'elle a été inaugurée hier, donc vous êtes tout excusés si vous n'avez pas eu le temps d'y aller. L'exposition mousquetaire est très intéressante, elle va être complétée de manière très différente de ce que je viens de dire. Il y a des petits films qui sont disponibles dans l'exposition, qui sont disponibles sur le site de l'INRAP, voilà, et que je vous invite. Alors, l'information sera peut-être échangée entre le musée de l'armée, mais notamment sur le site de l'INRAP, donc inrap.fr, où il y a plein de documentation iconographique, vidéo sur l'archéologie en général. Le Fort Saint-Sébastien fait aussi partie de ces informations. Et il y aura notamment une information sur un documentaire qui sera diffusé au mois de juin sur la chaîne Histoire sur la fouille du Fort Saint-Sébastien et l'ensemble des données exploitées. Et ce documentaire, si vous n'avez pas la chaîne Histoire, ce qui est mon cas, moi j'ai pas la télé, mais ça c'est une autre question, le documentaire sera aussi diffusé sur France 3, mais à une date indéterminée. Mais tout ça, si vous voulez vous tenir au courant, suivez les actualités sur le site de l'INRAP et vous aurez plus d'informations en attendant d'avoir une vraie publication dans quelques années, j'espère. Je vous remercie.